Nous avons, nous, Festival Atmosphère, le grand plaisir d'accueillir Monsieur Cyrulnik. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous le connaissez déjà et que vous avez bien envie de le connaître mieux. Avec notre petit groupe d'amis, nous avons Camille, Noé et Marie. Marie s'est dématérialisée. Elle arrive. Qui représentent pour nous le futur. Ce sont les activistes pour le climat. Chacune travaille dans une organisation ou une autre. Camille, Pensée sauvage. Hein? Pensée sauvage. J'adore, je trouve ça magnifique. Pensée sauvage, ça existe. Youth for Climate, la jeunesse pour le climat. Pensée sauvage et une autre organisation. On est prêt, je ne sais pas si vous connaissez. On est prêt. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts? Là est la question. Monsieur Cyrulnik, je ne vous le présente pas parce que vraiment, nous le connaissons tous et nous sommes ravis de vous avoir. Un petit quart d'heure, on va vous laisser tranquille, un petit quart d'heure, nous exprimer ce qui compte pour vous en ce moment, ce que vous avez envie de partager, un petit quart d'heure. Ensuite, il y aura un dialogue entre vous quatre. Je vous laisserai complètement libre. Et on va essayer de garder du temps pour vous, le public. Est-ce que vous avez déjà vu notre dispositif Covid? Pas de micro. On ne peut pas faire circuler de micro pour vous. Donc, si vous avez des questions à poser, vous devez les poser très fort pour que j'entende. Et moi, je dois les répéter dans le micro. C'est pas parce que je suis idiote, c'est parce qu'on doit l'enregistrer. Ça doit passer par le micro pour arriver sur Internet et pour être enregistré. Voilà. À tout à l'heure. On se retrouve. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? Il m'a dit. Alors, les jeunes m'ont dit OM PSG. Est-ce que si, c'est elle qui m'a dit ça. Si, c'est vrai. Il m'a dit de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler? Alors, je suis bien obligé de parler de... J'ai réussi à faire croire que j'avais 2-3 notions sur la résilience. Donc, je vais essayer de redire pour éviter les contresens. Il n'y en a pas tellement, finalement. La définition de la résilience, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus bébête. On a un trauma, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on peut plus, on est hébété, on ne peut plus s'en remettre. Comme disent les gens, je ne m'en sors pas, c'est une bonne expression. Je suis prisonnier du passé, je ne m'en sors pas. Ou bien on se débat pour reprendre un nouveau développement. Et c'est la définition de la résilience. Il ne peut pas y avoir plus logique et plus bébête que cette définition. En revanche, ce qui est difficile, c'est de découvrir les facteurs de résilience. Qu'est-ce qui permet de reprendre un bon développement alors qu'on a été blessé physiquement, psychologiquement ou socialement. Donc, les facteurs de résilience, alors là, c'est plus difficile, il faut se mettre en équipe parce qu'il y a la résilience biologique, il y a la résilience affective, la résilience psychologique, la résilience sociale et la résilience culturelle. Et bien sûr, on ne peut pas tout savoir. Donc, on est obligé de se mettre en équipe pour essayer d'analyser les facteurs. Et quand on a commencé à travailler comme ça il y a 40 ans, tout le monde nous disait « mais c'est pas bien parce qu'il faut être spécialiste, hyper spécialiste, et là vous allez vous éparpiller et partir dans tous les sens, ce qui est vrai. » Mais quand on travaille en équipe, chacun reste ce qu'il est et cherche à se faire comprendre par les autres. Et contrairement à ce qu'on nous disait il y a 40 ans, on y arrive. Il suffit de faire un effort, il suffit de cesser de parler la langue hyper spécialiste de notre petit groupe de recherche, et ça fait un style qui est un peu différent. Alors, par exemple, la définition de la résilience, je vous l'ai à peu près donnée, mais il y a une illustration de la résilience que je trouve très belle et qui est la première fois qu'on a employé ce mot. Ce mot, en fait, est d'origine latine, resalire. Ça a donné ressaut. Ça a donné résilier. Résilier un malheur. Donc c'est facile, mais le mot résilience n'a pas existé dans les milieux latins, alors qu'il a très bien existé dans les cultures anglo-saxonnes. Et le fait que les anglo-saxons pensent le mot
résilience est déjà marqueur socio-culturel. C'est que les anglo-saxons, comme on dit, se sentent jamais vaincus, alors que les méditerranéens, les Français peut-être, les latins, acceptent, se résignent beaucoup plus facilement. Et donc le mot résilience a continué à vivre en anglais, où il n'a pas tout à fait la même signification que pour nous, parce que dans les traductions, je vois souvent résilience en anglais traduit en français par résistance. C'est pas du tout la même chose. Résistance, c'est to cope with, c'est affronter. Je suis face à face, j'ai un coup, j'affronte. Je suis dans le temps présent, je suis dans la synchronie. Alors que dans la résilience, c'est j'ai reçu un coup et je m'en sors pas. Donc c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à l'horreur de ce que j'ai subi. Pourquoi est-ce que personne m'a aidé? Pourquoi est-ce que je suis... parce que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On souffre deux fois. On souffre une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel. C'est la biologie, c'est la fracture. Le coup qu'on reçoit dans le réel, ça peut être aussi une émotion insupportable, la mort d'un être cher, notre propre mort, la ruine, la guerre, la précarité sociale qui joue un très grand rôle comme facteur de traumatisme. Et là, j'affronte, et je suis dans l'affrontement, je suis dans la synchronie, alors que dans la résilience, je suis dans la diachronie. C'est-à-dire, j'intègre le temps, j'ai été blessé, mais je ne veux plus être prisonnier du passé, je ne veux plus passer mon temps à penser à ça, qu'à ça, au point que je rêve la nuit, ça me revient sous forme de cauchemar la nuit, je ne veux plus être prisonnier du passé. Parce que le syndrome psychotraumatique a mis longtemps à être pensé, pendant très longtemps, après la guerre de 14-18, 1,5 million de jeunes gens ont été tués dans des conditions terrifiantes. La plupart de ces jeunes gens n'avaient pas le droit de vote. Ils étaient adolescents. On les a envoyés se faire tuer. 3 millions d'hommes et de jeunes sont rentrés mutilés, gazés, gravement mutilés, et d'autres sont rentrés avec ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome psychotraumatique, mais en 14-18, le concept n'avait pas été pensé. Et quand un homme avait été dans les tranchées ou avait fait la guerre dans des conditions absolument terrifiantes, quand l'homme était sonné, KO debout, et quand j'emploie cette expression, quand on fait des neuroimageries de quelqu'un à qui on a fait une mauvaise nouvelle, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, le gars et la femme est hébété, on photographie, on filme que son cerveau s'éteint. Il ne marche plus, il ne traite plus les informations, il est gris. Alors qu'un cerveau vivant, c'est un cerveau qui traite les informations visuelles, les informations sonores, les émotions. Donc il change de couleur, il ne change pas de couleur, mais il change de consommation de sucre, c'est-à-dire que ça dégage de la chaleur. Un ordinateur capte cette chaleur, la transforme avec un code, chaleur intense rouge, chaleur violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, enfin on a tous appris ça. Et si la chaleur est intense, c'est orange-rouge. Et si la personne est KO debout, c'est violet, indigo ou même gris. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus, même si, alors là, restez assis, même si le traumatisme est verbal. Une mauvaise nouvelle, la mort, une rupture affective qui fait beaucoup plus souffrir que ce qu'on dit. KO debout, je ne comprends plus, je ne peux plus traiter les informations. Donc vous voyez, dans cette simple phrase-là, je viens de disqualifier Descartes. Ne lisez plus Descartes. C'est-à-dire que il y a le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Et bien la neuroimagerie dit que c'est plus possible. Une représentation verbale peut vous traumatiser au point de vous sonner, vous mettre KO, knock-out, et votre cerveau ne traite plus les informations. C'est-à-dire que votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière à cause d'un énoncé verbal. Alors là, Descartes, il touche plus sa bille. En revanche, Spinoza, c'est exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que le corps et l'âme,
c'est la même chose, c'est la même unité fonctionnelle. Ça fonctionne toujours ensemble dans l'illustration que je viens de vous proposer. Alors la plus simple illustration que je peux proposer de la résilience, alors je lis dans certains articles que c'est un concept mécanique. Non, c'est pas du tout, c'est pas vrai. Ce sont les agriculteurs qui, les premiers, ont employé ce ressaliré, ressaut, à propos d'un sol. Les agriculteurs disaient un sol est résilient quand, après un incendie, après une inondation, la vie réapparaît. La faune, la flore réapparaît. Mais c'est plus la même qu'avant. C'est la plus jolie définition de la résilience que je connais. C'est-à-dire que j'habite près de Toulon, et il y a le Cap Sissier, qui est une montagne, et il y avait eu un incendie fantastique, où là, c'était, ce que je vais dire est affreux, mais c'était beau. C'était terriblement beau. La montagne était rouge de feu, le ciel était noir de fumée, et la mer n'était plus bleue, la mer était grise de la cendre. Et c'était très beau. Et sauf que la montagne était morte, elle était brûlée. Et pendant 3 ans, on a vu une montagne noire avec les arbres brûlés. Certains arbres, le tronc avait tenu, et les enfants disaient « les arbres sont méchants », parce qu'on voyait que le tronc d'arbre, avec les racines, les arbres faisaient comme dans Blanche-Neige. Les arbres sont méchants. Et 3 ans après, les pins ayant été brûlés, les chênes ont pu se développer, les chênes laissent rentrer la lumière, les pins acidifient le sol, les chênes sont verts, laissent rentrer la lumière, les fleurs, les cystes sont réapparus sous forme de bouquets, le petit gibier, les rongeurs sont réapparus, les aigles, voyant que les rongeurs se sont remis, les aigles Jean Blanc qui ont 3 mètres d'envergure, se sont remis à tourner, la faune et la flore avaient été complètement changées, elles reprenaient une forme de vie belle, mais pas comme avant. Voilà la plus belle illustration que je peux donner de la résilience. Alors là, le concept a été étonnamment bien accepté par la culture. Et au début, il y a eu des réactions hostiles, mais c'est normal, parce que dans cette salle, il y a des gens, dont votre serviteur, qui ont une manière de penser le monde opposée. Beaucoup de gens dans cette salle pensent le monde en termes évolutifs. C'est comme ça aujourd'hui, dans ce contexte, mais je vais changer, le contexte va changer, donc je ne serai pas demain comme je suis aujourd'hui. Ça, c'est un raisonnement évolutif. Or, quand Darwin, 1857, c'est ça ? Tout à fait. Non, il faut alors, pas non, vous c'est contredire. 59. C'est 59. Qu'est-ce qui me fait dire alors? Donc, quand Darwin a proposé ce genre de raisonnement, il a été suivi par les scientifiques et il a provoqué une réaction religieuse très hostile, parce que dans la religion, dans les religions toutes, c'est fixiste, puisque la condition humaine est donnée par Dieu, qui a mis l'homme au monde. L'homme est par nature un être surnaturel. Comment voulez-vous qu'il réponde à quelque chose d'évolutif, comme les plantes ou comme les animaux? Blasphème. Blasphème. C'est-à-dire que, alors on dit, Darwin était anglais, donc c'est l'abbé Wilberforce qui a fait un simulacre de procès à Darwin, et on dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'histoire est tellement belle qu'il faut la raconter, on dit que sa femme ou sa mère, je ne me rappelle plus, quand Darwin a dit « mais l'homme descend du singe », la mère de Wilberforce a répondu « mon Dieu, pourvu que ça ne se sache pas ». C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens qui sont fixistes. C'est comme ça aujourd'hui, ça sera toujours comme ça. Parce que c'est la pensée paresseuse. On a une certitude, et ce qu'on est en train de vivre avec le virus aujourd'hui, c'est exactement ça. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens qui acceptent que le gouvernement change de prescription tous les 2 jours, parce que le gouvernement s'inspire des scientifiques qui changent d'opinion tous les 2 jours, parce que le virus passe son temps à changer. Le virus, c'est un petit bout d'ADN, c'est un morceau de protéine, un petit bout de viande, si vous prenez, minuscule, ça sèche. Si on se confinait tout le temps, le virus finirait par sécher et disparaîtrait, comme toutes les épidémies, en 3-4 mois. Mais comme on se déplace, on transporte le virus. Comme on tombe malade, on entretient le virus et on le transporte. Et au lieu de durer 3-4 mois, il va durer 1 an ou 2. Donc le virus évolue, il change, parce que nous, on le fait changer, les conditions. Donc les scientifiques disent « Ah oui, mais la formule de l'ADN, il y a 2 mois, elle était comme ça. Elle attaquait surtout les hommes âgés, diabétiques, hypertendus. Et maintenant, on voit que la formule de l'efficacité de l'ADN a changé. Il commence à s'attaquer aux femmes et aux jeunes. Et les signes cliniques ne sont plus les mêmes. Donc, puisque le virus change, les scientifiques changent, donc les décideurs politiques changent de décision. Et parmi nous, il y a des gens qui disent « Ah ben oui, les pauvres, ils ont un métier bien difficile, bon, on va essayer de s'adapter ». Adapter, c'est le mot de Darwin. Et d'autres qui disent, mais alors quoi, accordez vos violons, dites-moi où est la vérité, j'ai besoin de certitude, c'est la pensée fixiste. Donc vous voyez que cette manière de raisonner, elle est humaine. Hein. Elle est humaine parce qu'il n'y a pas une seule culture sans spiritualité. Puisqu'on parle, on est capable de se représenter un monde totalement, radicalement invisible. Dieu, la mort, l'histoire. Dieu, on ne peut pas le voir. On ne peut qu'y croire. La mort, on peut voir le mort, mais on ne peut pas voir la mort. On ne peut que cela représenter, avec des sépultures, avec des cathédrales, avec des chants, avec des rituels du deuil, mais on ne voit pas la mort. On met en scène la mort et on perçoit le mort. Et donc, on voit que c'est des mécanismes. Donc, puisqu'on parle, on peut aussi se représenter l'histoire. Au début de la condition humaine, on parle beaucoup actuellement de Monsieur et Madame Sapiens. Ils ont une attachée de presse qui doit sacrément les lancer parce que avant. Qu'est-ce qu'on peut en parler dans la littérature, dans les films, on en parle. Ce soir, il y a une très belle émission sur Monsieur et Madame Sapiens. Et c'est vrai que c'est absolument passionnant. Et ça pose des problèmes humains. Pourquoi est-ce que Monsieur et Madame Sapiens sont apparus? Alors, il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'ils sont âgés de 200 000 ans. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes par rapport à l'histoire de la planète, et ils sont jeunes par rapport à l'histoire des autres espèces vivantes. Donc, Monsieur et Madame Sapiens viennent de naître. Il paraît, alors là je dis ce que j'ai lu, mais je ne suis pas compétent, il paraît qu'on a trouvé au Maroc un enfant qui a le même ADN que Monsieur et Madame Sapiens et qui serait âgé de 300 000 ans. Mais enfin, on n'est pas à 100 000 ans près. Hein, c'est pas que... Donc ça veut dire que Monsieur et Madame Sapiens posent des problèmes. C'est que à l'époque où... Et puis je vais m'arrêter parce que sinon j'en ai pour 4 heures. Hein. Et donc, au début, on était très peu nombreux sur Terre, nous, les êtres humains. On était très peu nombreux. Il y a 4 ou 5, avant Sapiens, les proto-humains, il y avait une dizaine d'espèces d'êtres humains différents. Alors ça, puisque on était interféconds, donc on était des êtres humains, puisqu'ils parlaient, ils faisaient des tombes, ils faisaient des outils, puisqu'ils faisaient des tombes, c'est qu'ils avaient des croyances, donc c'était des êtres humains. Sauf qu'ils n'avaient pas la même anatomie, ils n'avaient pas le même cerveau que nous. Ce n'étaient pas des sapiens. Donc il y avait une dizaine d'êtres humains sur Terre. Alors là, le clergé, il en prend un méchant coup, là, parce que pour le clergé, il y a Adam, et puis la côte d'Adam qui a donné Ève. Alors ça, sur le plan embryologique, c'est faux. Hein. Sur le plan biblique, Adam
avait une côte. Je ne sais pas comment font les femmes, elles sont fortes pour sortir de la côte d'Adam. Alors là, vraiment, elles sont étranges, les femmes. Je ne sais pas aussi, en France, il paraît qu'elles font 1,8 enfants par femme. Comment on fait pour faire 1,8 enfants? Donc c'est difficile à comprendre, ça. Donc qu'est-ce que je disais? Donc, il y avait très peu d'êtres humains. C'était des groupes humains de 30, 40, 50 personnes. On se connaissait tous, on s'entraidait, on se disputait forcément. Il y avait des vieux, mais les squelettes disent que les vieux, les femmes mouraient à 30 ans, les hommes mouraient à 35 ans. Néandertal, il n'y a pas de squelette de Néandertal âgé de plus de 35 ans. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, les femmes mouraient à l'âge de 36 ans, après 13 grossesses. Bon, maintenant, les femmes, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, 1 sur 2 sera centenaire. Donc c'est un bouleversement de la condition humaine incroyable. Et donc, dès l'instant où la population s'est augmentée, il a fallu inventer la technique, il a fallu développer le monde de la parole, le monde des récits, c'est-à-dire ce qui caractérise la condition humaine, et le mot résilience est apparu et a été tout de suite très bien accepté, très bien entendu, soit pour être critiqué, soit pour être encensé. Et les deux sont abusifs, parce qu'en fait, la seule méthode pertinente pour parler de résilience, c'est d'associer des données scientifiques, biologiques, affectives, psychologiques, sociales, culturelles, comme on va le faire maintenant. C'est eux qui parlent maintenant. Conversation avec eux. Est-ce que vous avez une question à leur poser? Avez-vous, vous, une question à leur poser ou sinon, moi, j'ai toutes les réponses, alors je ne me pose pas de questions. Pourtant, peut-être qu'ils savent des choses que vous ne savez pas. Ils sont tout neufs, hein, ils sont tout neufs. Et puis, ils sont très engagés, ils représentent vraiment le futur. Est-ce qu'ils sont de toute évidence des évolutifs par rapport à la définition que vous donniez tout à l'heure? Alors, on leur demande ce qu'ils ont à vous demander à vous? Que les jeunes sachent des choses que je ne sais pas. Alors ça, c'est bien évident. Ma fille a mis au monde les 2 plus jolis petits garçons du monde. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, c'est eux qui m'apprenaient à manipuler le smartphone, la télévision. À vous, allez-y. Oui, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est évidemment extrêmement intéressant cette notion de résilience. Alors on prétend pas, enfin en tout cas moi, on ne prétend pas avoir le 10e du savoir de ce que M. Cyrulnik vient d'exposer. Donc on va parler peut-être en termes un peu plus empiriques sur ce qu'on vit et puis ce qu'on connaît au quotidien nous, en tant que jeunesse engagée pour le climat, et puis en tant que jeunesse aussi tout court. Parce que si on sait que la résilience naît d'une forme de traumatisme, il y a aujourd'hui ce que j'appelle brutalement le traumatisme écologique, parce que c'est un peu, c'est une jeunesse, donc une génération à un âge donné, on se prend dans la figure un changement absolument complet et radical de toutes les perspectives qu'on peut avoir du monde normalement. C'est-à-dire que normalement quand on est enfant, on grandit, on se pose beaucoup de questions, et les personnes qui ont un peu plus d'expérience de la vie que nous sont en capacité de nous apporter des réponses le plus souvent, et c'est comme ça qu'on évolue, et puis après on gratte un peu et on invente nos propres réponses nous-mêmes. Il se trouve que là, on est dans une période où quand on commence à se poser certaines questions sur le changement climatique, sur qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans 10, dans 50 ans, les réponses sont beaucoup plus troubles, on nous en apporte des très différentes, certaines sont plus vraies que d'autres, mais il est très difficile de savoir lesquelles sont les plus exactes, lesquelles sont les plus précises, et puis il est également très difficile de savoir comment on va pouvoir y faire face. Et ça, et là pour le coup c'est un constat que je fais en tant que jeune qui s'est engagé dans l'écologie, qui côtoie des gens même un peu plus jeunes que nous, autour de 10-15 ans, qui se rendent compte de ça, et après la vie n'est plus la même, parce que
parce que bon, toute génération et toute jeunesse a vécu des temps troubles à un moment ou à un autre, mais là c'est vraiment une remise en cause de tout, c'est-à-dire qu'on se dit plus quand on a 15 ans, quand je serai grand, j'aurai une femme, un mari, des enfants, un chien et une maison au bord de la mer. C'est plus possible. On est à se dire qu'est-ce que je ferai plus tard? Est-ce que je pourrai habiter partout où on peut habiter aujourd'hui? Et surtout, on comprend très rapidement que si on veut pouvoir avoir une forme de futur vivable, qui sera évidemment, vous le disiez tout à l'heure, différent de celui d'avant, mais un où on pourra habiter convenablement, peu importe la manière, il va falloir se battre pour ça. Et ça, c'est aussi difficile, et ça augmente un peu cette forme de traumatisme écologique, de se dire, bon déjà, je ne trouve pas les réponses à mes questions, et en plus, les seules réponses que je trouve me disent, bon courage. Donc c'est pas facile. Et après, une fois qu'on a pris tout ça, bon bah il faut essayer de se reconstruire. Et c'est là où la résilience entre en jeu. Et ce qui est assez intéressant dans cette période, je pense, vous nous direz ensuite si c'est vrai ou pas, mais que c'est une résilience collective qui est en train de se mettre en place et qui est même nécessaire. Parce que quand on a un traumatisme individuel, le chemin est compliqué parce que c'est en son fort intérieur qu'il faut se reconstruire. Là, c'est chacune dans son fort intérieur qu'il faut réussir à sortir de cette déprime, qu'on appellera ensuite éco-anxiété, solastalgie ou peu importe, mais enfin bon, cette déprime liée au changement climatique. Et puis ensuite, les seules solutions qui existent, elles sont collectives. On peut pas là je vais balancer des vérités générales, mais enfin on ne peut pas sortir du changement climatique de façon individuelle. Donc il y a une réaction collective qui est absolument nécessaire et qui pose cette question de la résilience commune et de comment collectivement on est capable ensuite de s'organiser pour déjà se soutenir psychologiquement et se dire que tout n'est pas foutu et qu'on peut encore faire des choses. C'est une première étape déjà importante. Et puis ensuite de construire ensemble les solutions. Et encore une fois, c'est pas facile, ça prend du temps, mais c'est un peu, à mon avis, ce que la résilience à laquelle doit faire face la jeunesse d'aujourd'hui, parce que c'est un peu une double résilience, dans le sens où il y a d'abord essayer soi-même de se remettre de ses émotions, et puis ensuite l'affronter à plusieurs. Merci pour cette question, parce que c'est exactement le problème qu'on peut poser aujourd'hui en parlant de résilience écologique. Alors, on parle de résilience chez les fleurs, et ça permet de faire la différence entre adaptation et évolution. La résilience chez les fleurs, la sécheresse apparaît, la fleur se replie pour moins évaporer. Elle s'adapte au manque d'eau et au manque de soleil. Ça, c'est l'adaptation. Si ça dure trop longtemps, les pétales se recroquevillent et se transforment en épines, comme on le voit dans les pays chauds, ou Sahara, où il n'y a que des épines, parce qu'il y a une adaptation et une transformation. Donc, ça reconfirme la définition que je vous proposais tout à l'heure. C'est-à-dire, et actuellement, le problème que se pose à notre condition humaine sur la planète aujourd'hui, c'est effectivement le traumatisme climatique. Traumatisme climatique au sens psychologique, c'est-à-dire que tout est à repenser. Alors il y a déjà eu des périodes comme ça avant que les êtres humains existent sur Terre. Il y a déjà eu 5 extinctions où tous les animaux, toute la flore a disparu parce que l'environnement avait changé. Et on peut affirmer cette phrase, par exemple, quand je marchais ou quand je travaillais dans les Alpes de Provence, et beaucoup de gens dans la salle ont eu la même expérience que moi, on marche en montagne et on trouve des huîtres, des squelettes de poissons à 1500-2000 mètres d'altitude. Il y avait la mer à 2000 mètres d'altitude. Or, il y a longtemps, il y a eu la dérive des continents. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Sud dérive et finit par se coller à l'Amérique du Nord avec la petite passerelle de l'Amérique centrale. Le Gulf Stream qui tournait et qui réchauffait le pôle Nord au point qu'il y avait des palmiers au pôle Nord
au pôle Nord. Au pôle Nord, qu'est-ce que... J'espère qu'il n'y a pas un psychanalyste dans la salle. Ça va me coûter une fortune, ce truc. C'est lapsus. Donc, les deux pôles... Donc, le Gulf Stream tourne, mais il ne va plus jusqu'au pôle Nord. Donc, la glace apparaît au pôle Nord. Donc, l'évaporation ne se fait plus. Donc, il n'y a plus de pluie. Et le Sahara, qui était vert, où il y avait de l'eau, le Sahara devient un désert. Alors là, pour les cartésiens qui sont dans la salle, ce que je viens de dire, c'est un raisonnement écosystémique. Ce n'est pas une cause provoque un effet. C'est une cascade de causes, chacune qui entraîne l'autre, et c'est circulaire. C'est peu comme Descartes nous a appris à raisonner, à analyser, une cause provoque un effet, mon œil. C'est-à-dire que c'est bien pour le corps, pour la médecine, c'est bien, mais ce n'est pas bien pour l'écologie. Il faut raisonner en termes systémiques, et comme vous l'avez fait, écosystémiques. Alors, c'est déjà arrivé 5 fois. Et à chaque fois, on a vu qu'un changement climatique a provoqué un changement de flore et de faune avec une disparition de tout ce qui vivait auparavant. Alors, l'exemple le plus célèbre, il y a 65 millions d'années, il y avait des dinosaures qui passaient leur temps à brouter. Et quand on broute, on passe sa vie à manger, ce qui peut être un beau programme d'existence. On passe sa vie à manger, mais on ne fait que ça, on ne peut pas penser, on ne peut pas faire d'outils. Il y a les végétaux autour de nous, voilà. Le sens de la vie est donné par les végétaux. Et puis quelque chose se passe, on dit que c'est une météorite, bon je dis ce que j'ai lu, le ciel est noir, donc le métabolisme de la chlorophylle ne peut plus se faire, donc les plantes disparaissent, les dinosaures meurent, et les mammifères qui étaient les animaux nocturnes osent sortir, et ils s'épanouissent, et l'épopée des mammifères commence, et nous sommes des mammifères, parce qu'on a tendance à l'oublier, on a les mêmes cerveaux que les mammifères, on a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. On a tous été, pendant 9 mois, on a été nourris, logés, blanchis, on n'avait pas de soucis. C'était notre mère qui résolvait tout pour nous. L'oxygène, la nourriture, le glucide, le transport, les soucis sont arrivés après la naissance. Et donc, ensuite, on continue à évoluer, et quand seulement, à l'âge de 3 ans, on arrive au monde de la parole, alors là, la dimension humaine apparaît, et là, on crée la dimension humaine, qui est l'artifice de l'outil, la machine, et l'artifice du verbe, la condition humaine. Et là, ça complique tout, parce que désormais, ce qui modifie la planète, c'est notre artifice, c'est nos outils. La plupart des guerres actuellement sont des guerres de croyances, ce n'est pas des guerres de survie. C'est des guerres de croyances, croyances religieuses, croyances idéologiques, parfois croyances scientifiques, où un directeur de laboratoire cherche à couler le collègue qui n'est pas d'accord avec lui. Ça reste entre nous, ça, hein, vous ne le faites pas. Ça se fait. Hein. Ça se fait. Donc, et on crée, et c'est nous qui aggravons ou modifions un processus qui se serait passé sans nous. Mais on l'aggrave. Et là, on voit qu'on cherche maintenant à réparer ce qu'on a provoqué. Mais on n'est pas très efficace, on va trouver. Et il n'est pas impossible de penser que l'espèce humaine va disparaître, puisque 95%, certains disent 99% des espèces vivantes à l'origine ont disparu. Et qu'est-ce qui a fait disparaître ces espèces? C'est leur point fort. Toutes les espèces qui ont disparu sont disparues par leur point fort, parce que les faibles étaient mal structurés. Donc quand l'environnement a changé, ils ont pu s'adapter au nouvel environnement, d'où le contresens de Darwin, la sélection du plus fort, disaient les nazis qui avaient récupéré Darwin. Ce n'est pas du tout la sélection du plus fort, c'est la sélection du plus adapté. Et l'adapté, c'est parfois le plus adapté, c'est parfois le plus faible. Par exemple, en Afrique,
il y a une maladie qu'on appelle la thalassémie, c'est-à-dire des globules qui se forment mal, qui transportent mal l'oxygène. Et les moustiques, les anophèles femelles, ne sont pas attirés parce que les gens qui ont cette maladie-là doivent avoir une odeur particulière, une phéromone particulière, qui fait que ça ne stimule pas les moustiques. Ils se développent autour du bassin méditerranéen. Il y a énormément de gens de thalassémie. Cette maladie se développe autour du bassin méditerranéen parce que les moustiques ne les piquent pas. C'est les plus adaptés, ce n'est pas les plus forts. D'où le contresens avec Darwin. Donc le problème que notre culture pose maintenant, c'est exactement formulé comme vous l'avez formulé. On va laisser parler un peu les filles maintenant. Marie, moi je parle souvent, mais Marie a plein de choses géniales à dire. Donc est-ce que tu pourrais dire pourquoi est-ce que tu t'engages, toi? Parce qu'il y a plein de choses que les jeunes savent et que vous ne savez pas, et on apprend beaucoup aussi des autres générations, mais je pense qu'il faut qu'on ouvre ce dialogue un peu entre nous. Donc Marie, si tu peux dire pourquoi tu as voulu t'engager, pourquoi tu fais, parce que je sais qu'elle elle dort pas beaucoup et elle fait plein de choses justement pour être dans cette résilience et résistance. Si tu peux nous partager pourquoi est-ce que tu as voulu commencer à faire ça? Ben justement, comme disait Noé tout à l'heure, nous on est habités au quotidien par la peur et l'angoisse justement de ce futur qui est très incertain. Et voilà, je pense que justement, quand je pense à mes grands-parents, mes parents qui ont une vie plutôt sympathique et que moi, j'arrive pas à me projeter là-dedans, parce que justement, je sais pas de quoi le futur est fait, je sais pas si justement j'aurai des enfants, je sais pas si mes petits-enfants pourront vivre dans les conditions de ce monde dans lequel je vis aujourd'hui, qui sont pour l'instant acceptables. Et voilà, donc justement, on essaye d'agir, on essaye de se mobiliser, de mobiliser tout le monde justement pour se battre pour un futur plus juste et pour tous et toutes, parce qu'il n'y a pas que des problèmes écologiques aujourd'hui, tout est lié avec aussi les questions sociales et voilà, donc on est habité aujourd'hui par la peur et aussi l'espoir de se dire que justement c'est peut-être le moment de tout remettre à zéro et de recommencer une société meilleure dans laquelle on vivrait beaucoup mieux tous et toutes ensemble, que ce soit donc sur des questions climatiques, écologiques, mais aussi sociales et voilà, et donc aujourd'hui, on est là, on se mobilise, on essaye tous les jours, le matin, je me lève et j'allume mon téléphone et je regarde les nouvelles. Cet été, tous les jours, il y avait un glacier qui s'effondrait. Il y avait toutes les semaines, c'était la semaine la plus chaude de l'été. Et puis ça recommençait. Là, en septembre, c'est pareil. J'ai vu un article, c'était écrit c'est normal maintenant qu'il fasse 30 degrés en septembre. Et voilà, c'est effrayant et finalement, c'est motivant aussi parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, effectivement, ça nous prend beaucoup de temps, on dort pas beaucoup, mais on n'a pas le choix et je pense que ça donne aussi un sens à notre vie de faire ce qu'on fait aujourd'hui et si on le fait pas maintenant, si c'est pas nous, si on le fait pas maintenant, qui le fera? Quand est-ce qu'on va le faire? Ça fait 40 ans que des scientifiques expliquent qu'il y a un problème. Noé me disait hier que en fait, ça fait depuis 1920 que des scientifiques ont théorisé le changement climatique, ont alerté. Quand on regarde aujourd'hui, nos décideurs, ils ont toutes les clés en main, ils ont tous les meilleurs scientifiques du monde à disposition pour prendre des bonnes décisions pour toutes et tous. Et finalement, aujourd'hui, rien ne se passe concrètement. On attend toujours. Et donc, et voilà, si les adultes ne le font pas, ben, nous, on prend les choses en main et on agit parce qu'on n'a pas le choix et que voilà, nous, on pense... Enfin voilà, on est habité tous les jours par cette cause-là en fait, et on n'a pas le choix. Voilà. Je dois répondre. On va les laisser un petit peu. Oui, mais merci. Alors non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est le problème des jeunes aujourd'hui, mais finalement, il y a quelques générations avant, vous avez cité vos grands-parents.
Il y a quelques générations avant, les jeunes n'avaient pas le choix non plus. Il y avait que les aristocrates. Alors l'écologie nous permet de découvrir à quel point on est sculpté par le milieu. Et notre seule liberté, c'est d'agir sur le milieu qui agit sur nous. Raisonnement écosystémique. Alors, on a un degré de liberté. Donc, on a un degré de responsabilité. Et vos grands-parents, qui peut-être ont mon âge ou quelque chose comme ça, vos grands-parents n'avaient pas le choix. Je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Les autres allaient au champ, à l'usine, à la maison. Un ouvrier sur 3 était une fille. Et elle travaillait 10 heures par jour, 6 jours par semaine, dans le froid, debout, à faire des gestes stéréotypés. C'était pas une condition féminine terrible. L'espérance de vie des femmes, jusqu'à la découverte de Semmelweis, prophylaxie de l'accouchement, était de 36 ans. Après 13 grossesses. Elles n'avaient pas le choix. Les hommes mouraient à 65 ans pour les plus vieux. Généralement, ils mouraient d'infections, d'accidents. On a trouvé des sépultures en XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Le plus grand nombre de squelettes, c'est les enfants. Ensuite, c'est les femmes, 35, mais disons 35 ans. Ensuite, c'est les hommes, 50, 60 ans, tous polyfracturés. La condition n'est pas facile aujourd'hui, elle n'était pas plus facile hier. Mais notre liberté, c'est qu'on a pu modifier. Aujourd'hui, la mort d'un enfant est insupportable. C'est le scandale, c'est insupportable, alors qu'avant, c'était admis. J'en ai perdu moi-même 5 ou 6 sans trop de peine. Montaigne. La mort des enfants était fréquente, que très souvent même, on ne les baptisait pas, de façon à ne pas avoir à porter le deuil. Aujourd'hui, comme la mort d'un enfant, je ne suis pas sûr du chiffre, mais ça doit être de 1 pour 3 ou 4 000, je ne suis pas sûr, c'est très peu, on va dire c'est extrêmement peu, et quand ça arrive, c'est un scandale très douloureux, insupportable, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, pour les jeunes, pour ceux de votre génération, c'est-à-dire ceux qui vont avoir 100 ans, vous avez 100 ans devant vous, hein. Donc pour ceux qui ont 100 ans devant vous, le grand problème, ça va être l'école. Parce que avant, l'aristocratie, c'était faite par l'aristocratie du corps, la violence des hommes, le ventre des femmes. Il fallait qu'elles mettent au monde des garçons de préférence, parce qu'il fallait aller à la mine et faire la guerre. Et vos grands-parents, comme moi je suis de la qualité d'avant-guerre. On disait ça des camemberts, on disait ça la qualité d'avant-guerre. Et vos grands-parents sont de la qualité d'avant-guerre? Ils sont nés après, non? Je suis peut-être un arrière-grand-parent. Donc c'était la condition, c'était le corps et c'était la violence des hommes qui faisaient du social. Le travail. Quand j'étais médecin à la Seine, c'est près de Toulon, il y avait les mines de Gardanne, les mines de charbon de Gardanne. J'ai soigné des ouvriers, j'ai vu mourir des ouvriers à 45-50 ans, ils mouraient de silicose. Je ne les ai pas soignés, mais je les ai accompagnés. Ils savaient qu'ils mourraient de silicose à 13 ans quand ils descendaient à la mine. C'est la violence et la force physique des hommes qui faisaient du social. Ils devaient charger 15 wagonnets par jour. Et s'ils avaient mal au dos, s'ils avaient une grippe, il y avait moins de grippe qu'aujourd'hui, mais s'ils avaient mal au dos, ou si c'était des intellectuels avec des petits avant-bras, ils n'arrivaient pas à charger 15 wagonnets par jour, et les enfants ne mangeaient pas le lendemain soir. C'était vos grands-parents. Donc on ne le raconte pas assez aux jeunes. Et le problème que vous allez avoir à affronter, c'est la nouvelle aristocratie. Et la nouvelle aristocratie, ce n'est pas la violence des hommes. Aujourd'hui, avant, quand un homme était violent, on le décorait. On l'envoyait à la guerre de 14, on le décorait. Et aujourd'hui, quand un homme est violent, on appelle la police, le SAMU, le secteur psychiatrique. C'est un progrès. Mais ça veut dire que la sélection
va se faire sur la nouvelle aristocratie qui est le diplôme. Et on voit apparaître une nouvelle injustice, et pour une fois, c'est les femmes qui vont en profiter. C'est-à-dire que la nouvelle injustice, c'est que les petites filles ont une avance de développement neuropsychologique très nette sur les garçons. Elles ont, à 12 ans, elles ont 2 ans d'avance. Alors au point de vue scolaire, quand on voit la différence qu'il y a entre un enfant né en janvier et un enfant né en décembre, ils sont dans la même classe et les résultats scolaires ne sont pas du tout les mêmes. Et là, les filles ont 2 ans d'avance. C'est faramineux. Au moment du bac, les filles sont des jeunes femmes, adultes, équilibrées, capables de planifier leur temps. Les garçons, c'est des glandeurs qui ne pensent qu'à grimper au mur, jouer au foot ou courtiser les filles. C'est vrai. Hein, donc ça... Donc vous ne le direz pas à vos grands-parents, ça. Hein. Donc ça fait une différence. Or, ce qu'on a vu apparaître au moment des Gilets jaunes, c'est une nouvelle haine. La haine des élites. Le mot élite ne veut rien dire. L'autre jour, j'ai eu une panne d'électricité, j'ai appelé au secours un électricien. Je peux vous assurer que pour moi, l'électricien, c'était lui l'élite. Hein. C'était lui que je l'ai admiré. Je voyais, il y avait des fils de tous les côtés, et c'est lui qui a su. Moi, je voyais des fils de toutes les couleurs, je me sentais profondément débile. Et lui, il a su réparer. Donc le mot élite ne veut rien dire. Mais chaque fois qu'il y a eu un progrès intellectuel, beaucoup de gens ont été heureux, beaucoup de gens ont été humiliés. Et par exemple, la Révolution française était nécessaire parce que les aristocrates avaient racketté le peuple pendant 1000 ans. La terreur n'était pas nécessaire, puisqu'elle a redonné le pouvoir à l'autorité et à de nouveaux aristocrates. La révolution russe était nécessaire parce que la Russie blanche, qui était très belle et très cultivée, avait complètement abandonné le peuple qui mourait à 30 ans et qui vivait dans des conditions. Donc la révolution russe était nécessaire, le goulag n'était pas nécessaire. Et on peut continuer comme ça. Et on voit apparaître maintenant la haine des élites, parce qu'il y a une nouvelle aristocratie qui se fait, c'est celle des diplômes, qui est une nouvelle sélection. Mais alors les filles sont avantagées, et je pense qu'elles le seront de plus en plus, et ça va poser, comme tous les bouleversements culturels, ça va poser un autre problème. J'ai été invité à travailler au Japon il y a 2 ans, et j'ai été enchanté par les Japonais. S'il y a des gens qui ont vécu au Japon, j'ai été enchanté par la culture japonaise, la gentillesse, la politesse, la beauté. Mais ils font tellement sprinter les enfants qu'ils provoquent des burn-out, des dépressions, d'épuisement chez les enfants, et que les garçons qui ont un retard sur les filles décrochent de plus en plus. Donc, si ça continue comme ça, votre génération, les filles feront les choses secondaires, c'est-à-dire les enfants, la maison, le travail social, la culture, et les garçons ne feront que les choses principales, c'est-à-dire le bistrot et le football. Bon, je prends la parole, si possible. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui sortent dans la presse, etc., sur la jeunesse, les jeunes, ce que pensent les jeunes, comment est cette génération. Et en fait, le mieux, c'est de nous laisser la parole et de nous demander, généralement. Parce qu'on a quand même c'est nous-mêmes quelles valeurs on a envie de prôner, je pense, avant tout. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber dans ce truc de dire que chaque génération a eu ses crises existentielles, qu'on le voit dans l'art. À chaque fois, c'est le produit d'un espèce de truc, on se dit, mais pourquoi on est là, à quoi ça sert au fond? Mais notre génération, donc ne tombons pas dans le combat de qui a eu la vie la plus merdique. Mais toujours est-il que ce qu'on vit est assez démentiel, parce que c'est la première fois où, comme vous disiez, on vit la 6e extinction de masse. C'est-à-dire qu'on perd aujourd'hui des animaux à un rythme aussi élevé que pendant la 5e extinction. À la différence près que c'est pas une météorite qui va arriver dont on n'est pas au courant, mais c'est que non seulement on voit la météorite, mais qu'on l'alimente et qu'on la pousse pour qu'elle nous arrive plus vite sur la tête.
le drôle de combat de notre génération, c'est que, à la base, les parents, et je dis parents, c'est pas juste mes parents, c'est les parents avec un grand P, sont censés nous apprendre comment survivre. Le principe, c'est ça, c'est que on touche le feu, les parents nous disent, touchez pas, parce que si vous touchez le feu, vous allez vous brûler. Et donc, après, on comprend qu'il faut pas toucher le feu. C'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous, on suit ce que la génération d'avant, sans montrer personne du doigt, mais je veux dire, si on suit la trajectoire pour laquelle on nous a destinés, si on fait sans trop se poser de questions, on court à notre propre perte. Donc, c'est complètement bizarre et démentiel. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez toute une partie de la jeunesse qui est révoltée, qui va dans la rue, qui proteste, qui manifeste, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Quand on fait l'effort de se renseigner, comme disait Marie, on voit à quel point ce qui nous arrive est assez incroyable. Beaucoup disent qu'on se bat pour les générations futures ou pour les beaux yeux des pandas. Aucun des deux n'est vrai, en tout cas pour moi, dans mon engagement. La première chose, c'est pourquoi on ne se bat pas pour les générations futures. C'est parce que rien qu'aujourd'hui, il y a déjà 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air, en France. Je ne sais pas si vous savez les nombres pour le Covid, mais c'est entre 30 et 40 000 morts qu'il y a eu en France. Sans vous parler de la montée des eaux, sans vous parler de tout ça. Bon, c'est pas pour déprimer tout le monde, mais juste, déjà rien qu'aujourd'hui, il y a une urgence qui est là. Nous, en 2050, on aura 52 ans, Marie t'aura 48, 49, on ne sera pas très vieux. Dans tous les rapports, on se projette en 2050 comme un monde sans nous. On nous dit en 2050, si on suit la trajectoire actuelle, il y aura 1 milliard de réfugiés climatiques. Et c'est pas des gars en Sarwell qui fument des pétards qui vous disent ça, c'est l'ONU quand même. Il y aura les grands mammifères d'Afrique qui auront disparu. La moitié de la forêt amazonienne cramée et la totalité des coraux marins. Ce monde-là, on va le connaître. Donc c'est important que vous nous laissiez la parole, que vous nous entendiez, que vous bougiez à nos côtés, parce que nous, c'est ce qu'on va vivre. C'est notre quotidien, tout simplement. Dernière chose, pourquoi est-ce qu'on se bat pas pour, simplement pour le beau yeux des koalas, bien que j'adore les koalas. Comme je vous disais, c'est parce qu'en fait, la notion même d'environnement, elle est tronquée. On définit la nature comme ce qui nous exclut, par définition, ce qui nous entoure. Là où on se trompe complètement. Parce que nous, on est la nature. Chacun d'entre vous, vous êtes, sur chaque cellule de peau, vous avez autant de bactéries que de cellules humaines. Vous faites partie de cet écosystème qu'on participe ensemble à détruire. Donc peu importe si on voit ça d'un point de vue extrêmement égoïste, ou si on se bat pour la beauté du geste, si on se bat pour ses petits-enfants, si on se bat parce qu'on est fasciné par les éléphants d'Afrique, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de chacun d'entre vous pour être à la hauteur et vous battre à nos côtés. Sur la question de résilience ou de résistance, etc., je peux vous dire simplement une chose, nous, ce qu'on sait seulement, c'est qu'on a besoin d'absolument tout le monde. Et qu'il n'y a absolument pas une seule bonne manière de faire. Nous, il se trouve que tous les trois, on a déjà même chacun des manières assez différentes d'agir qui se rejoignent. On fait la désobéissance, on va dans la rue, on rencontre des décideurs. Je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens qui ont du pouvoir et essayer de les convaincre, en espérant naïvement que peut-être un d'entre eux va changer d'avis. Mais peu importe votre âge, peu importe votre condition de vie, peu importe votre sexe, vos orientations, votre culture, on a besoin de vous. On a sincèrement besoin de vous et c'est un cri de notre génération. C'est un cri qui est en train de vous dire, à l'aide, ça peut être plus beau. Ça peut être plus beau. Rien qu'aujourd'hui, pour vous demander là dans la salle, tiens, une dernière question. Qui d'entre vous, si je lui donne une feuille blanche et je lui dis dessine le monde que tu as envie de voir. Là, tu peux dessiner le monde que tu veux, dream big. Qui dessine exactement ce monde-là dans lequel on vit? Ok, personne lève la main, tant mieux. Donc on est tous d'accord pour se dire qu'il faut se révolter. Et qu'aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont pas. Alors ok, avant non plus, toutes les générations avant ont eu des combats, très bien, et tant mieux.
En tout cas, celui de notre génération, à nous, c'est celui-ci, c'est le combat pour la vie. Il est quand même assez grand et démentiel, et à la fois il peut être très beau, parce que ça peut aussi être plus beau. On peut aussi vivre dans une société où il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les blancs et les noirs, entre les plus précaires et les plus riches, entre les animaux et les êtres humains. On peut vivre dans un monde où on est plus heureux, où on passe pas tous des heures enfermés dans des boîtes, dans des bureaux à faire des choses qui nous plaisent pas. On peut aussi vivre plus en harmonie avec la nature. Et tout ça, c'est pas des gros mots, c'est des valeurs que notre génération porte, qui sont tombées en désuétude, c'est vrai, mais nous, on a envie de porter ça, la solidarité, le bonheur, la joie, le commun. Donc c'est une invitation qu'on vous fait. On connaît peut-être pas grand-chose. Croyez-nous qu'on fait tout ce qu'on peut pour se renseigner, être au courant, écouter des experts. Mais nous, on a besoin aussi que vous entendiez ce cri-là, qui est de dire « aidez-nous, ça peut être plus beau et on a besoin de vous pour le faire ». Votez pour elle. Camille Etienne est la marraine de l'édition 2020 du Festival Atmosphère. Voilà. Donc voilà, ils sont réveillés, ils sont arrivés. Hein, la jeunesse est là. On va peut-être prendre une réaction de la salle, ça va? Oui. Monsieur? Monsieur Cyrulnik, puisque vous répondez à toutes les questions... Puisque vous répondez à toutes les questions, monsieur Cyrulnik. Il a dit monsieur Cyrulnik. Je voudrais vous exposer un cas qui m'est personnel, parce que la résilience, j'ai vécu sans savoir que je vivais la résilience, et c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. J'ai vécu la résilience sans savoir que je vivais de la résilience. Et en ce qui me concerne, j'ai vécu des moments douloureux, très douloureux, et je pense que je m'en suis sorti avec l'aide de ma femme, de mes enfants, et parce que je ne voulais pas transférer mon malheur à d'autres. J'ai vécu des moments douloureux et avec l'aide de ma femme et de mes enfants, je m'en suis sortie parce que je ne voulais pas transférer mon malheur à d'autres. Je peux vous demander d'être... Pardon, madame, je n'ai pas terminé. Je me doute que vous n'avez pas terminé, mais d'aller, si possible, à une question, peut-être. Alors la question, c'est que pour sortir de sa résilience, j'ai pratiqué, bêtement le sport, oui, dans beaucoup de domaines, les marches en montagne, et je me suis occupé d'associations, parce que je me suis toujours dit qu'il fallait garder au fond de soi ce qu'on avait de meilleur. Sinon, on se détruisait soi-même. Donc j'ai fait de la marche, du sport, et je me suis occupé d'associations, parce que, voilà, je pensais qu'il fallait qu'on garde ce qu'on a de meilleur en nous. Je pensais qu'il y avait plus malheureux que soi. Voilà, s'occuper des gens qui sont plus malheureux que nous. Il y a plus malheureux que soi. Est-ce que c'est une bonne méthode? Non, mais vous avez parfaitement défini et vécu la résilience. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Sauf que dans votre main, vous aviez eu le soutien, votre femme, vos enfants, vous n'avez pas dit vos amis, mais peut-être. Vous avez eu le corps. On sait maintenant que le sport est un facteur de résilience précieux, puisque on sait que marcher, faire de la montagne, à notre âge, on ne fait plus de sport violent. La boxe et le rugby, c'est fini. Hein. Mais on peut marcher, et on sait que ça stimule le cerveau, que le meilleur irrigant du cerveau, ce n'est pas les cachets, c'est la marche à pied. Et que donc vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça? Ça, vous ne l'avez pas dit. Probablement parce que avant l'épreuve douloureuse dont vous parlez et dont vous n'avez pas peut-être à parler en public, mais que vous signalez, avant vous aviez déjà acquis des facteurs de protection. Peut-être l'aptitude à provoquer l'amitié, l'aptitude à bavarder, à s'exprimer, l'aptitude à s'organiser. Et quand le malheur vous est arrivé, vous aviez déjà acquis des facteurs de protection. Et ensuite, après le malheur, vous avez eu les deux mots essentiels qui sont le soutien, que vous avez bien expliqué, et le sens
Il faut que je cherche à comprendre, que j'aide les gens qui sont dans la difficulté, je vais les aider et ça va me permettre de comprendre comment on peut s'en sortir. Donc vous avez tout très bien défini la résilience, sauf que vous n'avez pas fait le premier chapitre, qui est qui vous a donné ces facteurs de protection. Je fais l'hypothèse que c'est votre enfance qui a dû vous donner cette structure qui vous a permis d'affronter le malheur, le coping, et ensuite votre femme, vos amis et vous-même pour déclencher un processus de résilience. Donc vous êtes une parfaite illustration de ce qu'il fallait faire. Madame, là où vous aviez une question aussi, non? Madame avait une question tout à l'heure, mais je voudrais avoir la réaction de l'un de vous trois, ou de vous trois. Dans quelle mesure est-ce que ça vous aide ou ça vous sert à quelque chose ou ça vous rend service d'entendre ça? C'est-à-dire comment monsieur a fait face à une difficulté, à une grande douleur et à ces valeurs-là. Est-ce que ça a du sens pour vous ou est-ce que votre problème, vos problématiques sont totalement décrochées de ça? Je crois qu'on n'est pas psychanalyste et que du coup faire d'une généralité un cas particulier, c'est pas notre boulot. Donc moi je peux vous parler d'écologie et de ce qu'on vit nous, mais essayer de donner mon avis, je pense que ce ne sera pas extrêmement pertinent. Parce que des coups comme ça, monsieur a vécu quelque chose de difficile, on ne sait pas quoi, mais c'est de la douleur, le changement climatique, l'effondrement qui nous pend au nez, etc. L'espoir vient de l'action, donc on agit et généralement ça va beaucoup mieux après. Voilà. Vous aviez une question ? Madame voulait poser une question tout à l'heure. Non ? La dame dit « l'espoir vient de l'action » et on constate, ce que dit madame, que la jeune génération n'est peut-être pas assez mobilisée. Ce n'est pas une critique, c'est par rapport au fait que vous représentez l'espoir de notre planète. Vous représentez l'espoir de notre planète. Donc, je pense que vous êtes souvent confrontés à d'autres jeunes qui ne sont peut-être pas aussi mobilisés que vous. Et je pense que vous êtes confrontés peut-être souvent à d'autres jeunes qui ne sont pas aussi mobilisés que vous. Et dans ce cas-là, comment expliquez-vous que certains jeunes sont assez passifs par rapport à cette situation actuelle ? Et dans ce cas-là, comment expliquez-vous que certains jeunes soient assez passifs par rapport à la situation actuelle ? Je pense déjà que on ne se rend pas en fait compte de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, moi je peux témoigner, j'ai commencé à organiser mes premières manifestations toute seule, j'avais 16 ans, j'étais au lycée en terminale, je passais mon bac, j'avais mon bac à préparer, des concours pour rentrer dans des facs, dans des écoles. Et moi j'ai la chance d'être privilégiée, d'avoir des bons résultats, d'avoir du temps et de passer peut-être moins de temps à l'école que certains et certaines. Donc oui, effectivement, toute la génération n'est pas forcément mobilisée. En revanche, on voit quand même que finalement, on reste quand même beaucoup plus mobilisés que les adultes, déjà. Et puis, deuxièmement, faut pas oublier que voilà, on est jeunes, nos parents n'ont pas forcément fait tout cet engagement. Quand je vois aujourd'hui à Paris comment on se mobilise, moi j'ai des amis qui ont 13 ans, qui ont passé des nuits en garde à vue l'année dernière alors qu'elles étaient en 3e, parce qu'elles se mobilisent pour leur futur. Donc oui, effectivement, tout le monde ne peut pas se mobiliser, mais... Enfin voilà, nous on fait ce qu'on peut et tout le monde ne peut pas faire ça. Je pense, nous on est privilégiés. Moi justement, j'utilise ce privilège-là pour me mobiliser. Je sais bien que c'est compliqué. La jeunesse, pour nous, c'est très compliqué de se mobiliser. On n'est pas payé, on dort pas la nuit. On n'est pas rémunéré pour tout l'engagement qu'on fait. Là aujourd'hui, je pourrais très bien être dans mon canapé à regarder Netflix, mais non, je suis là aujourd'hui pour parler de mon engagement, pour parler de tout ce qui nous hante. Voilà, effectivement, on n'est pas tous mobilisés, pourtant on fait ce qu'on peut, et quand on voit le travail des adultes derrière, finalement on est quand même beaucoup plus mobilisés que la plupart des adultes, et nous, à notre échelle, on ne peut pas non plus faire des millions de choses, on fait déjà énormément, et on va continuer bien sûr, et on travaille justement à sensibiliser, on fait énormément de choses aussi, on fait des actions coup de poing, mais aussi des actions de sensibilisation. Les marches, ça a énormément aidé pour ça.
Et aujourd'hui, énormément de jeunes sont conscients des enjeux actuels, ce qui n'est pas forcément le cas des adultes. Donc voilà, oui, effectivement, on n'est pas forcément peut-être tous mobilisés, mais on fait au mieux. Et quand on voit le reste de la population, je pense qu'on en fait quand même déjà beaucoup et que le moment aussi est devenu que d'autres générations nous aident. Je pense qu'on se trompe si on fait un combat de génération. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un truc qui s'appelle Grandfather for Climate, les grands-parents pour le climat. Donc vous pouvez vous inscrire, ils sont avec nous dans des marches et ils sont incroyables. Ce qui est important de dire, c'est que je vais faire de la neuropsychologie, enfin c'est une étude, donc je suis pas du tout légitime de dire ça, vous avez le droit de me dire si je me trompe, mais il se trouve qu'il y a une courbe, je ne sais plus le nom de qui l'a sortie, mais qui est la courbe du deuil, et qui correspond à peu près à l'idée de dire, dès qu'on doit faire le deuil de quelque chose, on a d'abord une période de choc, de déni. Et là, il y a tous les climato-sceptiques, Trump et sa bande, qui sont restés bloqués là. Il y a des jeunes aussi. 34% des jeunes aujourd'hui sont climato-sceptiques. Très bien, je suis d'accord. Après, il y a aussi la période de tristesse, de peur, de colère. Et c'est normal qu'on passe par là. C'est normal qu'il y en ait qui ont envie de dire, quand nous, on les met face au deuil qu'ils vont devoir faire de ce vieux monde, on les met face à ça, on dit c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Donc quand on met face à ce deuil-là, il y a des gens à qui ça fait peur, et à qui ça met en colère, et à qui ça fait pleurer. Certains de ces jeunes aussi ont peur, et ne peuvent pas agir parce qu'ils sont mobilisés par cette peur-là. Il y a des plus vieux à qui ça arrive aussi. La phase d'après, c'est aller de l'avant, accepter, agir. Donc on passe par toutes ces phases-là. Donc c'est important d'être bienveillant avec les gens qui ne sont pas sur la même phase que nous. On a peut-être de la chance aussi, comme disait Marie, on a une question de privilège. On peut louper l'école parce que déjà on peut aller à l'école. On est mobilisé parce qu'on a accès à des informations, parce qu'on passe une certaine partie de notre temps à lire des rapports. Il y a énormément de scientifiques qui sont vraiment géniaux avec la jeunesse et qui passent beaucoup de temps à nous expliquer tout ça. Une autre chose, et ce que disait Marie un peu aussi, et que je sentais sa colère et qui peut être légitime, c'est pas contre vous là, c'est juste que c'est des choses qu'on se prend beaucoup dans les médias et de la part de dirigeants. Donc je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais on a beaucoup de dirigeants qui nous renvoient ça. Moi j'ai été au MEDEF, je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo qui a fait un peu de bruit, où en fait on s'est moqué de moi littéralement parce que j'ai dit écoutez, peut-être que notre génération, on se dit qu'il faudrait peut-être faire différemment, peut-être travailler moins. Ils se sont moqués de moi ouvertement. Bon, ça m'arrive très souvent. C'est quand même inquiétant. J'étais sur un plateau télé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est donc candidat en 2022. On parle d'écologie et tout, et je lui montre que c'était incohérent, littéralement, ce qu'il disait. Il me dit, c'est très bien, vous êtes bonne, vous avez qu'à vous présenter. Donc je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte, si vous en êtes arrivé au point de faire porter l'intégralité du futur du monde sur des ados de 22 ans, à quel point ça craint ? Donc si nous on fait l'effort de ne pas montrer du doigt les générations d'avant en disant vous avez fait n'importe quoi, merci de nous laisser la planète dans cet état-là, parce que ce serait faux. Je sais que, pour donner un exemple très concret, par exemple la révolution industrielle au niveau de l'agriculture, la révolution verte, etc., a permis à des gens, et peut-être que moi je suis là aujourd'hui grâce à ça, à sortir des gens de la famine, etc., ça a répondu à une question d'un temps. Votre génération a répondu à des questions de son temps. Et bravo, vous avez tous fait de votre mieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus possible, que ça a des conséquences trop néfastes. Donc ayons ensemble l'humilité et mettons un peu notre ego de côté pour dire ça ne marche plus aujourd'hui. Comment est-ce qu'ensemble on se met tous autour de la table et on dit qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc nous, on est les premiers à bien vouloir se poser cette question avec vous, mais il faut aussi que la génération d'au-dessus arrête de montrer nos incohérences du doigt en disant « Ah vous êtes bien mignons, mais quand même, vous utilisez vos smartphones, et quand même, vous passez du temps devant la télé. » Je sais que c'était pas votre question, mais j'élargis parce que c'est quelque chose qui est assez répandu. Parce que c'est quand même assez fou qu'on soit obligé d'être là. Ici, ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi, mais je dis là, de manière générale, à avoir un quotidien qui ne ressemble pas à celui d'un enfant, où la place du rêve, du jeu, de l'amusement est trop réduite, alors que c'est important pour se construire. Donc c'est important aussi que vous vous rendiez compte à quel point c'est démentiel ce qui pèse sur nos épaules, et que vous entendiez donc cet appel à l'aide qu'on vous tend et cette main tendue qu'on vous fait. Donc arrêtons de nous montrer du doigt chacun, parce qu'on a tous une énorme responsabilité à prendre. Et je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, parce qu'on préférait pouvoir continuer les yeux fermés.
Il se trouve que non, qu'on est né, on ne sait pas trop comment, malgré nous, dans un monde qui est en train de tomber. Si on veut qu'il reste debout et qu'il soit plus beau, il va falloir qu'on se batte. Et donc pour ça, on a besoin que chacun y mette du sien, en arrêtant de se montrer du doigt, mais plutôt en se tendant des mains. Voilà. Merci. Donc si je résume, et en réponse à votre question, oui, certes, il y a aussi des jeunes qui sont passifs, mais que dites-vous de votre génération, hein? Est-ce qu'il n'y a pas des gens passifs dans votre génération? Alors, je vous prie tous de nous excuser, mais là, on a un impératif de temps. Nous devons boucler la conférence dans 5 minutes. Toujours les conditions sanitaires, il faut une demi-heure pour nettoyer, etc. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais, vous me permettez, je redonne la parole à Monsieur Cyrulnik, à Boris. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous les avez vus? Ils sont bien vivants, hein? Je ne sais pas. Non, ils ne sont pas bien vivants? Ils sont bien vivants, je trouve. Ah ben oui, ils font leur boulot, mais je pense que le boulot des adolescents, c'est de faire évoluer la culture. Et ça s'est passé depuis qu'on écrit des textes d'histoire. On voit qu'à chaque génération, il y a une évolution qui est faite par les jeunes, parce que comme le milieu change, eh bien, les problèmes changent, et c'est aux jeunes de trouver de nouvelles solutions. C'est d'ailleurs ce qui explique un peu le bénéfice évolutif et un peu le maléfice évolutif. Le bénéfice évolutif, c'est que ça permet d'inventer, de créer des nouvelles situations. L'éthos, c'est-à-dire la hiérarchie des valeurs morales, est différente selon les époques. Si Pythagore revenait sur Terre aujourd'hui, il rattraperait son retard en mathématiques en quelques mois. Et il s'étonnerait qu'on soit indigné par l'esclavage, puisque la valeur de son époque, c'était un homme faible doit être esclave. C'était l'esclavage blanc. Ensuite, il y a eu l'esclavage noir, c'est un autre problème. Et ça paraît, il y a des grands philosophes, nos maîtres en philosophie, trouvaient que l'esclavage était normal. Alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît un crime immense, une destruction d'un continent et de dizaines de millions d'individus, c'est un crime immense. Et eux, ces grands philosophes, ça leur paraissait normal. Donc le boulot des jeunes, c'est de poser des nouveaux problèmes et de trouver de temps en temps des nouvelles solutions. D'accord. Pardon? Avec vous. Avec nous? Je me suis étonnée, à un moment vous avez dit les adolescents doivent trouver des solutions. Au moins, ils doivent poser les bonnes questions. Moi, je trouve que c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils posent les bonnes questions. Mais trouver les solutions, c'est peut-être pas tout à fait leur rôle. Alors, je ne sais pas si je dirais ça. Je pense que on est en train de faire une civilisation de bons élèves. Et la plupart du temps, les bons élèves répètent la voix du maître, sinon ils ne sont pas diplômés, ils sont collés. Et que la plupart du temps, l'innovation vient des pas bons élèves. C'est-à-dire que l'innovation vient souvent des transgresseurs, que ce soit en sciences, où celui qui apporte la solution, c'est celui qui ne répète pas la doxa, la voix habituelle. Donc il trouve quelque chose de nouveau, il est critiqué, il y a un débat, à condition que le débat soit démocratique, parce que sinon, s'il y a une dictature, là, c'est un autre problème. Et on voit qu'actuellement, une grande partie des jeunes sont bien plus précoces que nous, bien plus vifs que nous, et une partie inquiétante des jeunes revendique le retour à l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité est un excellent tranquillisant. On n'a pas à réfléchir, on n'a pas à choisir, il suffit de répéter la voix du maître. Et on voit que c'est ce qui se passe actuellement, où on voit qu'un très grand nombre de pays ont voté pour des dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Et Hitler, une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine, a été élu démocratiquement. Donc il faut se méfier des bons élèves. C'est-à-dire que si on est mauvais élève, on se socialise mal. On a du mal à se socialiser. Et actuellement, c'est l'école qui fait la socialisation. Avant, c'était la force physique.
c'était le courage des femmes, la force physique des hommes. C'est en très grande partie disqualifié. Maintenant, c'est une autre, c'est la tête, l'école, et l'art de la relation, la parole, et l'art de manipulation des outils. C'est ça qui fait la nouvelle socialisation. Mais on voit que, alors c'est ce que vous disiez, implicitement, une partie des jeunes sont des bien partis de l'existence. Ils sont précoces. On a fait, notre président m'a demandé de présider, on est entre présidents, hein, la commission des 1000 jours, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de la vie, la grossesse, la première année, la deuxième année, parce que le psychisme commence à se façonner pendant la grossesse, et on sait maintenant que si les femmes enceintes ne sont pas sécurisées, les hormones du stress passent dans le liquide amniotique et altèrent le cerveau du bébé qu'elles portent. Donc l'injustice sociale commence pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'il faut, j'espère que notre président va faire passer des lois permettant aux femmes enceintes d'être entourées, sécurisées. Qu'est-ce qui peut sécuriser une femme enceinte? Sa propre histoire, sa famille, l'acquisition des facteurs de protection, le mari, la famille et la sécurité sociale, au sens l'installation sociale. Or, actuellement, un grand nombre de femmes enceintes n'ont pas ces facteurs de protection. Elles ont eu une enfance difficile, donc tous les stress. Elles ont un mari violent ou qui ne coopère pas, donc elles sont stressées. Elles ont une famille insécurisante. Et le grand facteur d'insécurité des femmes enceintes, c'est la précarité sociale. Et on voit qu'à ce moment-là, ces femmes-là, insidieusement, tous les jours, sécrètent les hormones du stress qui abîment le cerveau du bébé qu'elles portent. Et l'enfant arrive au monde avec déjà un handicap intellectuel. On travaille avec une scientifique, Guylaine Dehaene, qui fait de la neuroimagerie. Quand les femmes vivent dans un milieu en alerte, son histoire, son mari, la précarité sociale, quand l'enfant, le tout petit, rentre à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, ils ont acquis un stock de 200 mots. Quand une femme a été sécurisée par son histoire, son mari, son installation sociale, un bébé de cette population-là rentre en maternelle avec un stock de 1000 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. C'est-à-dire que déjà l'injustice sociale commence dès ce niveau-là. Et l'intellect n'est pas une qualité cérébrale. L'intellect est une qualité, l'intelligence est une qualité relationnelle. Et il y a des filles, des garçons qui ont la chance de vivre dans une famille et dans une culture qui les stimule, qui les sécurise, qui les entraîne, et ils font des performances passionnantes, il n'y a pas l'ombre d'un doute, ils font des vraies performances, mais d'autres, dans la même culture, sont freinés par une famille dysfonctionnelle, par la pauvreté, qui est une altération, qui est un stress de tous les jours. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Les voisins font du bruit, on ne peut pas dormir, on habite à 10 km de l'école. C'est un stress constamment répété, et ces enfants-là fournissent la population des futurs mauvais élèves. Ils sont humiliés par l'école, ils vivent entre eux, ils se mettent à haïr les élites, comme on l'a entendu il n'y a pas longtemps, et dans ce cas, ça fait un facteur d'explosion sociale. Donc, voilà les raisonnements écosystémiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une cause qui provoque un effet. Or là, on peut agir, comme je le proposais, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, donc il faut... notre président a déjà pris quelques décisions. Est-ce qu'elles vont être appliquées? Alors le virus, qu'est-ce que ça va donner? Je sais, là vraiment, on est en plein pari. Alors là, c'est à vous d'inventer des solutions. Nous, on peut parler que du passé, mais vous allez vous passer du futur, vous parlez du futur immédiat. Mais qu'est-ce que ça? Donc, on peut penser qu'il y a des décisions politiques et éducatives qui peuvent lutter contre l'inégalité sociale, et que ça, c'est un facteur de paix. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate dans un très grand nombre de pays
où on voit que ça explose de plus en plus. Et qui explose dans ces pays, c'est les gens qui ne sont pas éduqués. C'est pas très encourageant pour les petits jeunes là. Je ne suis pas là pour vous encourager, je suis là... Ils ont un enthousiasme débordant, ils créent des associations. Non, alors là c'est important ce que vous venez de dire. Ils parlent du climat, ils ont l'insécurité climatique. Ce que vous venez de dire est important. Oui. Il y a des gourous qui encouragent. Oui. Les gourous arrivent, les sauveurs. Et on voit qu'après une catastrophe comme le virus, ou après une catastrophe comme la guerre, ou après une catastrophe comme un chaos social, il y a toujours un sauveur qui dit ce que vous venez de dire, j'ai la vérité, votez pour moi. Hitler a été élu démocratiquement. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de cette attitude-là. On n'est pas là pour passer du baume. On est là pour dire ce qui ne va pas, et c'est à eux de trouver des solutions. Merci. Moi, en tout cas, je suis vraiment contente on est content de vous avoir reçu. Trouverez-vous de l'encouragement ou de la force dans tout ça? En même temps, les gens sont là. Hein, les gens sont là. S'ils sont au Festival Atmosphère, c'est qu'ils sont sensibles à la même cause que vous ou aux mêmes causes que vous, parce qu'il y a plusieurs causes. On est avec vous, Camille, donc, qui est notre marraine cette année. Merci d'avoir été là. Monsieur Cyrulnik, Boris Cyrulnik, merci beaucoup, énormément.